Salut Internet! T'es en train de passer ton permis et t'aimerais mettre toutes les chances de ton côté? Ou juste apprendre 2-3 trucs pour conduire? Si tu n'as jamais entendu parler des conduites commentées, tu peux faire un petit tour sur ma chaîne. Allez, maintenant je passe le volant à Doc7 qui risque lui aussi de vous transporter. Merci mec, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Les amis, ça fait plus de 2 ans qu'on a commencé l'aventure Doc7. Et c'est déjà le 17e épisode de 7 minutes de faits surprenants. 119 minutes de faits surprenants quoi. Et 119 minutes, c'est la durée exacte de L'Arme Fatale 3 ou encore de Social Network. Hollywood, me voilà. Bon, je me calme un peu, je fais dégonfler les chevilles et je redescends sur terre. Ça y est, on va pouvoir y aller. Alors c'est parti pour le 17e épisode de 7 minutes de faits surprenants. En juillet 2015, une équipe de chercheurs de l'université de Duke aux États-Unis est parvenue à connecter via électrode les cerveaux de 4 rats, et même ceux de 4 macaques. Et le résultat, c'est juste un putain de super cerveau connecté, un brain net, comme ils l'ont appelé. Parce que ouais, les rats connectés entre eux ont réussi à faire des exercices en rapport avec la mémoire qu'aucun d'entre eux ne réussissait à faire individuellement. Bon, perso, je suis pas vraiment d'accord avec les tests sur les animaux, mais bon, faut admettre que cette technologie, elle pourrait révolutionner l'informatique, et surtout la médecine, en développant des thérapies pour les victimes d'AVC, et ça pourrait même servir aux gens qui sont dans le coma. En Argentine, il existe une forêt en forme de guitare. Les 7000 arbres qui la composent ont été plantés en 1979 par le fermier Pedro Martín Urteta, paye ton accent, en hommage à sa femme décédée. Le souci, c'est que depuis 79, le Pedro, il a jamais pu voir son œuvre entière de ses propres yeux. La raison? Pour vraiment bien la voir, il faut prendre de la hauteur. Et Pedro, il a juste trop peur de l'avion. C'est con. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai publié une vidéo sur les soldats badass de la Seconde Guerre mondiale, côté force de l'Axe. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur 2 mecs que je pouvais pas intégrer au classement, mais aux histoires vraiment stylées. Du coup aujourd'hui, je me fais plaisir. D'abord, il y a eu monsieur Sugihara. En 1939, il est vice-consul de l'Empire du Japon en Lituanie. Une sorte d'ambassadeur quoi. Et en 1939, il sent bien que ça pue. Surtout pour les juifs, avec Hitler juste à côté. Et les juifs lituaniens le sentent d'ailleurs, et la majorité essaie de trouver refuge dans des pays loin de l'Europe, comme le Japon. Sauf que le gouvernement japonais, il interdit Sugihara de distribuer des visas aux juifs. Mais Shioné, il s'en bat les steaks. Il a désobéi aux ordres et il s'est mis à rédiger un maximum de visas. Il passait ses journées à faire ça. Et il a vraiment été jusqu'au bout le mec. Même en étant évacué du pays, il a continué à balancer des visas par la fenêtre de son train. Au total, on pense qu'il a sauvé plus de 6000 juifs lituaniens qui ont fui l'Europe grâce à lui. Et pour ça, il a sacrifié son honneur et sa carrière. Parce que ouais, forcément, de retour au Japon, il a été banni du gouvernement pour avoir désobéi aux ordres. Et il a vécu dans la disgrâce jusqu'à sa mort en 1986. Enfin bref, total respect pour ce mec. Avant d'enchaîner sur le 2e soldat, histoire d'alterner un petit peu, on va d'abord parler de Griffin Sanders, un ado de 14 ans. En 2013, à 10 ans donc, Griffin il a sauvé la vie de son arrière-grand-mère tombée dans les pommes pendant qu'elle était au volant. Alors que la voiture allait à plus de 70 km/h, le petit Griffin a réussi à prendre le contrôle de la bagnole et puis à conduire sur 1 km le temps de trouver une sortie et de se garer, les doigts dans le nez. Bon, les voitures sont automatiques aux États-Unis, donc c'est plus facile, mais quand même. Et puis plus tard, quand on lui a demandé comment il a réussi à faire ça, le petit garçon a répondu qu'il avait tout simplement appris ça dans Mario Kart. En gros, le gosse, après 3 heures de Flight Simulator, il t'atterrit tranquille un Boeing 747 en urgence dans un champ de maïs, quoi. Ok, revenons à la Seconde Guerre mondiale. Autre héros oublié dans l'histoire, un peu comme Sugihara, je te présente Friedrich Lengfeld, lieutenant de l'armée allemande. Le 12 novembre 1944, Friedrich, il entend un soldat américain blessé, piégé en plein milieu d'un champ de mines qui crie de douleur et qui implore à l'aide. Déjà, il donne l'ordre à ses troupes de ne tirer sur aucun médecin de l'armée américaine qui viendrait l'aider. C'est cool, mais personne ne vient. Après quelques heures, le soldat il poursuit ses appels à l'aide. Et là, Lengfeld il décide de le rejoindre avec un groupe de soldats allemands et des médecins, en traversant donc un champ de mines, je te le rappelle. Au final, l'américain a pu être sauvé, mais son sauveur n'a pas eu cette chance. Au retour, Friedrich s'est pris une mine et est mort de ses blessures le jour suivant. Tiens, on a parlé de mort, de Mario Kart, alors autant rester dans le thème avec une des morts les plus malchanceuses que j'ai pu voir. C'est arrivé durant la 20e édition de l'Indiana 500. C'est une course de Formule 1 hyper connue aux États-Unis, réputée d'ailleurs pour ses accidents fréquents. Et c'est simple, il y en a tellement qu'il y a même une page Wikipédia qui liste les 73 morts que la course a déjà causées, en à peine plus de 100 ans d'existence. Et dans le lot, le pauvre Wilbur Brinks, c'est clairement celui qui a été le plus malchanceux de tous. En 1931, le tenant du titre de l'Indiana 500, Billy Bradford, il se trouve complètement dans un virage et c'est le crash. Dans l'incident, une de ses roues est carrément propulsée de l'autre côté de la rue et atterrit 50 mètres plus loin sur la tête de Wilbur Brinks, un pauvre gosse de 11 ans qui jouait tranquille dans son jardin et qui se doutait de rien. Franchement, c'est chaud comme mort.
Est-ce que tu sais combien de temps met la lumière du soleil pour arriver jusqu'à nous? Si t'as répondu environ 8 minutes, bravo, c'est ce que la plupart des gens répondent. Sauf que c'est faux. Enfin non, c'est vrai, mais pas vraiment. 8 minutes et des brouettes, c'est le temps que mettent les photons, les particules qui composent la lumière, pour rejoindre la Terre depuis la surface du soleil. Sauf que la plupart des photons qu'on reçoit, ils ont commencé leur voyage au centre du soleil, pas à la surface. Et rien que rejoindre la surface, c'est pas de la tarte. Parce que le photon, il rebondit sur la matière, et à l'intérieur du soleil, il y a plein de trucs sur lesquels rebondir. En plus, le rebond, c'est pas forcément dans le bon sens, et du coup, le photon, il peut s'éloigner de la surface alors qu'il était dans la bonne direction. Et tous ces rebonds aléatoires, là, on appelle ça la marche de l'ivrogne. Et on a calculé qu'elle pouvait durer entre 4000 ans et 1 million d'années, en fonction de la chance du photon, si tu veux. En gros, les photons que tu reçois dans la tronche le matin, ok, ça fait 8 minutes qu'ils ont réussi à s'échapper de la surface solaire, mais si ça se trouve, il y en a qui ont 1 million d'années d'existence derrière eux. Ou juste quelques milliers, mais bon, on n'a aucun moyen de le savoir. Allez, un dernier fait un petit peu scientifique pour la route, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, c'est juste pour te dire que la Terre, elle prend de plus en plus de temps pour tourner sur elle-même. Et ça, ça signifie que les jours sont de plus en plus longs en fait. Bon, quelques microsecondes supplémentaires par siècle, ok, ça fait pas grand-chose. Mais la Terre, elle est méga vieille, je te rappelle. Du coup, il y a 600 millions d'années, on a calculé qu'une journée, ça durait 22 heures. C'est plutôt stylé. Entre les décennies 1940 et 1970, les meilleures universités américaines comme Harvard ou Yale prenaient chacun de leurs étudiants en photo pour rechercher les liens possibles entre certains attributs physiques et l'intelligence. Ah attends, je crois que je t'ai pas dit un truc. Ah ouais, en fait, ils prenaient chacun de leurs étudiants en photo complètement nus. Du coup, on peut s'imaginer que certains étudiants de l'époque qui sont maintenant des personnes très célèbres sont aussi passés par là, comme Meryl Streep, Hillary Clinton ou encore George Bush. Ouais, ça se trouve, il y a quelque part dans une de ces universités une photo de George Bush complètement à poil. C'est plutôt insolite. Est-ce que vous savez comment s'appelle la première personne de l'histoire dont on connaît le prénom? On pourrait penser qu'il s'agit d'un roi ou d'une reine, mais non, le mec c'était un comptable. Ouais, vous savez peut-être que l'écriture elle a été inventée en réponse aux besoins commerciaux grandissants des premières civilisations. Il fallait tenir les comptes et c'est quand même vachement plus pratique si on peut tout écrire. Et la plus vieille référence à un nom qu'on n'ait jamais retrouvé, il y en a plusieurs en fait. Sur une série de 19 tablettes d'argile mésopotamienne retrouvées en Irak, qui datent d'il y a 5000 ans à peu près. On peut y lire les comptes de différentes transactions de céréales, toutes signées du même nom. Et ce nom, c'est Kushim. Je sais pas vous, mais moi, Kushim, je trouve ça pas mal comme premier prénom de l'histoire. Pour finir, on va parler de chimpanzés qui font la guerre. De 1974 à 1978, dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, 3 clans de chimpanzés se sont livrés une guerre sanglante, comme jamais vu auparavant chez des singes, à base d'escarmouches et de prises de territoire. Durant ces 4 années, 8 chimpanzés ont été tués, 2 ont carrément disparu, et 3 femelles ont été kidnappées et battues. Ah non, mais un véritable carnage qu'a mis sur le cul les scientifiques à l'époque, qui pensaient que la guerre et la violence gratuite c'était le propre du genre humain. Et non, les chimpanzés aussi. Ok, c'était des fights de territoire, mais ils en ont quand même bien profité pour se taper dessus plus que de raison. Je suis pas sûr qu'il faille les en féliciter. Et on va conclure cette vidéo avec un fait surprenant bonus, c'est totalement exclusif. Est-ce que tu savais que sur YouTube, si tu cliques 3 fois sur le pouce en l'air sous la vidéo, à exactement 1 seconde d'intervalle entre chaque clic, 24 heures plus tard, tu recevras un email de l'équipe de YouTube avec une pièce jointe très spéciale. Mon Dieu, ce qu'il faut pas faire pour avoir des likes. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je voulais vous présenter la chaîne d'Amaxoroute. C'est simple, je connaissais absolument pas ce concept de chaîne avant qu'il m'envoie son salut internet. Et je trouve ça super stylé. Il explique plein de situations du quotidien pour vous aider à passer votre permis ou à être plus à l'aise au volant. Et cerise sur le gâteau, techniquement c'est admirable ce qu'il fait. Plusieurs caméras et surtout un très bon son. Et en voiture, c'est souvent galère ça. Enfin bref, foncez, c'est une super initiative cette chaîne. Bon sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper le prochain épisode de 7 minutes de faits surprenants. Et moi les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut internet.